L'équipe de chirurgie pédiatrique est heureuse de vous inviter à ce nouvel enseignement post-universitaire. Je suis le docteur Guibal, chirurgien pédiatre donc à Montpellier. Et nous allons voir ensemble l'examen gynécologique en pédiatrie et ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Ce que je vous propose, c'est il va y avoir plusieurs parties. C'est dans 6 questions, de les envoyer sur le chat. Et puis, on s'arrêtera plusieurs fois pour répondre à vos questions. Donc, l'examen gynécologique en pédiatrie, quand est-ce qu'on doit le faire? Soit ça peut faire partie de l'examen systématique, soit on a des signes d'appel gynécologiques qui peuvent être soit des leucorrhées, soit un prurit, des douleurs vulvaires ou abdominales, des malformations ou des variantes de la normale, ou alors des saignements. Il pourrait être indiqué aussi en cas de sévices sexuels soupçonnés ou confirmés, ou alors si le motif de la consultation est une cause endocrinienne, qui pourra être soit une puberté précoce ou retardée, soit des signes d'estrogénisation. Alors, l'examen clinique gynécologique de l'enfant, comment? D'abord, il va falloir expliquer à l'enfant ou à l'adolescente et à ses parents quel est l'examen. La présence des parents au moment de la consultation, c'est un peu fonction de l'âge. Parfois, quand on voit des adolescentes en consultation, il peut être intéressant d'avoir un petit moment entre l'adolescente et nous-mêmes et puis faire sortir les parents. Si l'adolescente ne le souhaite pas, évidemment, il n'y a pas de problème. Il faudra bien connaître aussi les modifications morphologiques selon l'âge, le stade pubertaire. Je vous ai mis ici le stade de Tanner, donc qui va du stade 1 au stade 5, qui est défini par l'examen clinique des seins et par la pilosité. L'examen clinique gynécologique se fait sans instrument, sans aucune contrainte. Parfois, au moment du premier examen, si l'adolescente ne souhaite pas être examinée, il n'y a pas de problème. Il faut savoir revoir l'adolescente. On peut s'aider du méopa ou alors, ici nous on le fait régulièrement, de l'hypnoanalgésie. Cet examen se fait toujours s'il n'est pas fait en présence des parents, d'un personnel paramédical qui pourrait être une puère ou une auxiliaire puéricultrice. Comment est fait cet examen gynécologique? C'est la position classique de la grenouille. L'enfant est allongé, jambes repliées, pieds joints au niveau des fesses. Les genoux sont relâchés. Et donc, on va pouvoir, comme vous le voyez sur ce croquis, attirer les grandes lèvres vers le bas et vers l'extérieur. Parfois, si les enfants sont plus petits, l'examen peut être proposé sur les genoux d'un des parents, ça ne pose aucun problème. Alors, il faut également connaître les variantes de la normale, parce que l'examen gynécologique va varier en fonction du stade pubertaire. L'examen ne sera pas le même en période néonatale qu'en période prépubertaire, voire en période pubertaire. Au moment de la période néonatale, en fait, on a une vulve qui est imprégnée avec un hymen qui va être épais, on le voit ici, avec des franges redondantes. On va avoir un œdème vulvaire, comme vous le voyez ici. Les petites lèvres sont développées et en général dépassent des grandes lèvres. En général, ce stade de vulve imprégnée régresse en 6 à 8 semaines. Parfois, ça peut être un peu plus long. La période prépubère, c'est un moment où il ne se passe pas grand-chose. La vulve est non oestrogénisée. Donc, on va avoir des petites lèvres qui vont être courtes. Vous le voyez ici, avec un aspect fin. Vous avez ici les grandes lèvres qui, en général, ne recouvrent pas le clitoris et les petites lèvres. Et vous voyez l'examen clinique, la traction permet de voir assez aisément l'hymen qui est ici et la partie inférieure du vagin.
Chez l'adolescente, la vulve va être estrogénisée. On va avoir des petites lèvres qui vont être plus développées, plus pigmentées. Les glands de lèvres vont recouvrir la vulve, comme vous le voyez ici. L'hymen est plus épais et on va avoir la présence de sécrétions physiologiques. Je vous ai parlé de l'hymen. Alors, c'est quoi l'hymen? La définition, vous la connaissez, c'est une membrane de muqueuse qui est très fine, de taille et de forme variable. Je vous ai mis ici les formes les plus fréquentes d'hymen. Vous avez ici un hymen semi-lunaire, ici un hymen circulaire et ici un hymen béant. On verra après, ça peut avoir quelques conséquences en clinique. Cet hymen, il peut être aussi parfois anormal. On a ici un hymen punctiforme avec, on le voit ici, un petit orifice. On peut avoir une bride hyménéale, c'est-à-dire on a une bride qui va séparer l'hymen en deux. Et puis l'examen peut retrouver une imperforation hyménéale, on en reparlera tout à l'heure. Une autre anomalie que l'on rencontre lors de cet examen gynécologique, qui n'est pas anormale, c'est la présence de polypes et ou franges hyménéales hypertrophiques. En fait, cliniquement, ça correspond à quoi? Vous en voyez régulièrement. C'est une petite languette qu'on a sur le bord libre de l'hymen, qui est en général de la même couleur que celui-ci. On les rencontre surtout en période néonatale. On se demande s'il n'y a pas une stimulation œstrogénique qui favorise ces franges hyménéales. La plupart régressent avant l'âge de 3 ans. Il y a très, très rarement d'indication opératoire. Cette indication peut se discuter s'il y a un traumatisme lors de l'essuyage ou alors s'il y a des irritations régulières. Il peut arriver aussi d'avoir à les enlever quand ces polypes ou ces franges hyménéales hypertrophiques sont extériorisées à la vulve. Une autre anomalie qu'on rencontre régulièrement et qui n'est pas anormale, en tout cas qui ne doit pas nous inquiéter, c'est ce qu'on appelle les kystes para- ou sous-urétraux ou alors dites glandes de Skene. C'est très fréquent, c'est 1 à 5% des nouveau-nés. L'étiologie est discutée. En général, c'est asymptomatique, c'est une découverte lors de l'examen systématique du nouveau-né ou à la maternité ou alors dans les premiers mois de vie. Cliniquement, comment ça se présente? En fait, vous avez une tuméfaction qui est blanchâtre, qu'on voit très très bien ici, qui est molle avec une paroi fine. On va avoir un contact étroit avec l'orifice urétral qui est juste au-dessus. Là, je vous le montre, il est juste au-dessus. Et puis, on a un contact également avec l'orifice vaginal qui est ici. Ce n'est pas une imperforation hyménéale, c'est-à-dire que l'hymen est normalement perforé. En fait, c'est ce kyste qui n'entraîne aucune imperforation hyménéale, qui est le diagnostic différentiel. Le traitement, en général, c'est l'abstention ou la ponction. Souvent, ce qui se passe, c'est que ces enfants nous sont adressés en consultation pour un avis et quand on les voit 15 jours, 3 semaines après, le kyste a disparu et régressé spontanément. On peut être amené, il m'est arrivé à les enlever. Vous voyez ici un gros kyste avec ici l'orifice vulvaire qu'on voit très très bien. Là, il y a une petite sonde qui se dirige vers l'orifice urétral. Ce petit kyste avait été ponctionné et n'a pas récidivé. Alors, une autre anomalie qui est très fréquente, qui n'est pas anormale non plus, il ne faut pas s'inquiéter, c'est ce qu'on appelle la coalescence des petites lèvres. Alors, c'est quoi une coalescence des petites lèvres? En fait, c'est une affection qui est bénigne, qui est acquise et qui guérit toujours spontanément. C'est-à-dire qu'en période néonatale, la coalescence des petites lèvres n'existe pas et en fait, c'est probablement lié à l'absence d'estrogène. Cette absence d'estrogène va entraîner un accolement au niveau des petites lèvres, parfois dans un contexte de vulvite. Au niveau des fréquences, c'est 1 à 2%. Donc, ça concerne les filles prépubères avec un pic entre 2 et 4 ans. Donc, cliniquement, on a, vous le voyez ici, un accolement du bord libre des petites lèvres avec une membrane qui est purement translucide. Il y a toujours un petit pertus pour la miction.
Le reste de l'examen clinique est normal. Les grandes lèvres et le clitoris ont un aspect normal. Ça n'entraîne aucune complication. Il n'y a pas nécessité de faire des examens complémentaires. Vous le voyez ici sur cette photo, on a une coalescence qui est là, avec l'orifice urétral qui est là. Il n'y a aucun traitement. Le but, c'est de rassurer les parents. Alors, on les revoit. Moi, je les revois systématiquement en période pubertaire pour leur dire effectivement, pour refaire un examen gynécologique et pour confirmer la normalité de l'examen. Alors, je vous propose, si vous voulez bien, de faire un petit arrêt sur cette partie-là, s'il y a des questions. Et puis après, on passera aux autres signes cliniques qui peuvent amener à consulter. Tu as des questions, Aurélie? Bon. Donc, si personne n'a de questions, on va avancer. Un autre motif de consultation en gynécologie pédiatrique, ce sont les vulvites. En fait, c'est le motif de consultation le plus fréquent. Ça concerne essentiellement les enfants de 4 à 6 ans. Les infections, les vulvites sont bénignes, souvent récidivantes. En général, on le reverra après, ce sont des vulvites simples, les vaginites étant rares. Et finalement, il y a des particularités anatomiques chez ces enfants qui vont favoriser l'apparition de vulvites. Des particularités anatomiques que sont les petites lèvres qui sont fines et courtes, parfois l'hymen est large, on a la proximité de l'anus, on va avoir des particularités physiologiques, il n'y a pas d'œstrogénisation, il n'y a pas de bacille de Doederling qui va équilibrer la flore vaginale, et puis il y a toutes les particularités comportementales, il y a souvent des troubles fonctionnels urinaires associés. On a parfois une hygiène inappropriée avec des petites filles qui vont s'essuyer, on le reverra après, d'arrière en avant. Et puis, on a les phénomènes de surpoids qui vont favoriser ces vulvites. Alors, cliniquement, comment ça se présente? On va avoir une enfant qui va présenter des brûlures vulvaires, voire mictionnelles. Cliniquement, la vulve est érythémateuse. Il y a souvent une constipation associée. On le reverra après, s'il y a un prurite ou une hémorragie sous-cutanée associée à ces vulvites, il faudra évoquer un lichen scléroatrophique, on en parlera. Et sur le premier examen, il n'y a aucune indication à faire un prélèvement systématique, sauf dans de rares cas si on a des recherches spécifiques à faire. Les vaginites, elles sont rares, elles sont soit isolées, soit associées à une vulvite. Il va falloir rechercher des syndromes de vulvite, des leucorrhées purulents. Parfois, il y a du sang. Il faudra rechercher un corps étranger, on le reverra aussi. Dans les antécédents, il faut rechercher des antécédents récents de gastro-entérite qui peut favoriser l'apparition de vaginite. Dans ce cas-là, on pourrait être amené à faire un prélèvement bactériologique, mais il est souvent d'interprétation difficile. Il faut être vigilant quand on fait ce prélèvement. Il faut savoir que l'hymen prépubère, il est très, très sensible. Il vaut mieux faire, si on fait le prélèvement, le faire plutôt autour du méa urétral. On va rechercher des germes tels que le strepto A, l'hémophilus, des germes digestifs et des germes des infections sexuellement transmissibles. Il faut savoir que le coli et le strepto B sont présents de façon physiologique dans la flore vaginale chez la fille prépubère. Alors, le traitement des vulvites. On va d'abord commencer par une hygiène rigoureuse. Je vous l'ai dit tout à l'heure, préconiser un essuyage d'avant en arrière avec un savon neutre ou sur gras, pas de bain moussant, pas de lingette, pas de gants de toilette. Il va falloir prendre en charge les troubles fonctionnels urinaires associés avec des boissons de plus de 1 litre dans la journée, des mictions régulières pour éviter les fuites, donc en position jambes écartées, culotte descendue au niveau des chevilles, ce qui va éviter les mictions vaginales. On traitera la constipation, une éventuelle constipation associée. Et puis, il faut savoir aussi utiliser certaines crèmes apaisantes qui sont proposées dans le marché et qui peuvent être des crèmes probiotiques et traiter ces vulvites.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est important, la mycose est exceptionnelle avant la puberté, sauf quelques cas particuliers, style diabète, enfant avec un traitement immunosuppresseur. Le candida ne se développe pas sur des muqueuses non oestrogénisées. Donc, ça ne sert à rien de donner un traitement antifongique. Les crèmes, les ovules, qui sont en plus très difficiles à manipuler. Donc, ça ne sert à rien. Il faut plutôt rassurer les familles, leur dire que ça peut récidiver, mais que ça va s'améliorer spontanément au moment notamment de l'imprégnation hormonale. Alors, quelques cas particuliers, ce sont les anovulvites à streptocoque, pour lequel on réalisera un prélèvement ou un streptotest avec un traitement par amoxicilline associé de la fusidine locale. Il faudra, s'il y a un prurite associé, penser à une oxyurose et faire un traitement adapté. Le traitement des vaginites, donc si on a un résultat de prélèvement qui montre des germes non saprophytes, on peut démarrer un traitement par amoxicilline qu'on pourra réadapter en fonction de la culture, du résultat de la culture. Évidemment, s'il y a une infection sexuellement transmissible qui est suspectée, on va commencer une antibiothérapie d'emblée après prélèvement adaptée au chlamydia ou gonocoque avec évidemment un signalement. Alors, un autre type de vulvovaginie, c'est ce qu'on appelle la vulvovaginie liée à corps étranger. Donc, comment est-ce que ça se présente? En fait, c'est une enfant qui est amenée ou qui est vue en consultation pour des leucorrhées abondantes, fétides, avec parfois du sang, des leucorrhées qui existent depuis plusieurs semaines. Souvent, c'est des enfants qui ont plusieurs traitements et qui, malgré un traitement, ces leucorrhées persistent. C'est en général la petite fille de 3 à 6 ans. Le corps étranger est assez variable. Ça peut être du papier, des petits jouets, du papier toilette ou autre. Je vous ai remis cette photo en fait de l'hymen béant. On voit régulièrement des petites filles quand elles s'essuient avec la moitié du papier, du rouleau de papier WC. Et en fait, cliniquement, il y a des débris de papier toilette qu'on retrouve au niveau du vagin et qui peut donner ces vulvovaginites. Parfois, le corps étranger, il est visible au niveau de la vulve, comme vous voyez cet exemple. Donc, cette jeune fille qui avait ici, sur l'examen clinique, on voyait ici une partie métallique qui correspondait en fait à une barrette qu'elle avait depuis 1 an au niveau de la vulve. On pourra parfois s'aider de l'échographie pelvienne. Alors, l'échographie pelvienne, elle a un intérêt si elle est faite avant l'examen gynécologique, parce que quand on fait l'examen gynécologique, on va attirer les grandes lèvres vers l'extérieur, on va faire rentrer de l'air au niveau du vagin, et les échographistes ont parfois du mal à faire la différence entre de l'air et un corps étranger. Donc, on peut s'aider de l'échographie, on peut s'aider aussi du toucher rectal, parce qu'en faisant le toucher rectal, on a juste le vagin en avant et on peut palper un corps étranger. L'exérèse, en général, on la fait sous anesthésie générale, sauf si on a un corps étranger qui paraît facilement accessible lors d'un examen sous méopa avec une enfant qui se laisse faire. On peut faire cet examen sous méopa, mais je pense qu'il vaut mieux, si, dans la mesure du possible, privilégier cette exérèse au bloc opératoire. Alors, une autre vulvite qu'on rencontre fréquemment, c'est les vulvites inflammatoires et notamment le lichen scléroatrophique. Le lichen scléroatrophique, on ne connaît pas trop l'étiologie. Il a été évoqué une origine auto-immune. Il faut savoir qu'il est souvent rencontré, il est plus fréquent chez les enfants qui ont des pathologies auto-immunes. De même, il survient sur une vulve non estrogénisée. Le lichen, on le voit à 2 périodes de la vie, en période prépubertaire et puis après la ménopause. En général, donc ça concerne les enfants de 3-7 ans. Le diagnostic, il est souvent retardé parce qu'on n'y passe pas forcément. Cliniquement, on a une enfant qui présente un prurite, des hémorragies de grattage. Vous voyez ici, on a typiquement des fissures liées au grattage. On a un aspect typique
décoloration, de dépigmentation de la face interne des grandes lèvres, comme vous voyez ici. Ici aussi, vous voyez, on a une dépigmentation complète de la grande lèvre. Et parfois, cet aspect nacré, elle descend jusqu'au niveau de l'anus. Vous voyez ici également cet aspect complètement nacré, dépigmenté, qui est quasi, on va dire, pathognomonique d'un lichen. Et là, typiquement, on a cet aspect dépigmenté au niveau de la face interne des grandes lèvres, au niveau du clitoris et qui descend vraiment vers l'anus. Le traitement, c'est les corticoïdes locaux. Alors, il vaut mieux mettre de la pommade que de la crème, parce que dans la crème, il y a un excipient qui aggrave les brûlures. Donc, il vaut mieux mettre de la pommade. Le traitement, c'est un traitement prolongé avec une décroissance qui va se faire sur plusieurs semaines. En général, ce que je fais une application matin et soir pendant une semaine et puis après une application quotidienne et puis on décroît lentement. Il faudra traiter une constipation associée. Le suivi, c'est un suivi à long terme parce qu'on sait que ça peut revenir. Dans la littérature, on a 45 à 60% de récurrence. En général, il y a une amélioration au moment de la puberté qui est liée à l'imprégnation œstrogénique. Si ce lichen n'est pas traité, le risque, c'est d'avoir une disparition des grandes lèvres, des sténoses vulvaires, des brides. Et le lichen a été évoqué dans les diagnostics étiologiques des carcinomes épidermoïdes vulvaires, alors surtout chez l'adulte, mais bon, ça nécessite quand même une prise en charge et un suivi. Alors là, je vous ai fait un petit résumé sur un petit peu la conduite à tenir. On a donc vulvite et vulvovaginite. Ce qu'il va falloir savoir, c'est la leucorrhée. Est-ce qu'elle vient de la lumière vaginale? Toujours avoir dans un coin de sa tête la possibilité d'une infection sexuellement transmissible. Est-ce que cet enfant n'a pas été abusé? Donc ça, il faut vraiment le garder en mémoire, c'est important. Soit on n'a pas de leucorrhée qui viennent de la lumière vaginale, donc on est dans le cadre d'une vulvite. Si on a un prurite prédominant, il faudra évoquer un lichen scléroatrophique. Si on a une suspicion de streptocoque, streptotest ou prélèvement et antibiothérapie. Et sinon, il faut simplement donner des conseils hygiéniques, un traitement antioxure si besoin, et puis un traitement de la constipation associée. Est-ce qu'on a des leucorrhées qui viennent de la lumière vaginale? Oui. Dans ce cas-là, on sera on aura une vulvovaginite. Si on a des leucorrhées purulentes, fétides, associées à du sang qui récidivent, il faudra évoquer le corps étranger. Sinon, ça dans le cadre d'une vaginite simple. Dans ce cas-là, il faudra faire des prélèvements et un traitement par antibiotiques. Est-ce que vous avez des questions sur les vulvites ou vulvovaginites ou lichen ou… Alors, il y avait une première question sur le lichen, mais tout à l'heure, donc peut-être que tu as répondu. Est-ce que vous entendez les questions? Moi, je répète les questions. En cas de coalescence des petites lèvres, est-ce que les règles s'évacuent normalement? Alors, la question, c'est est-ce qu'en cas de coalescence des petites lèvres, les règles s'évacuent spontanément? Oui, parce que la coalescence, au moment des règles, l'enfant est pubère, donc va sécréter ses hormones, notamment les estrogènes, et normalement, il n'y a pas de coalescence au moment de la puberté. Donc, l'examen clinique, c'est pour ça que je les revois systématiquement à la puberté, il n'y a pas d'anomalie à l'écoulement des règles. Comme en période néonatale où la vulve est estrogénisée, il n'y a pas de coalescence en période néonatale, il n'y en a pas en période pubertaire. Sachant que la puberté démarre, on dit que les règles apparaissent 2 ans après les premiers signes pubères, que sont l'apparition des seins. Donc en général, je les revois 1 an après l'apparition des seins, comme ça me donne un petit peu de délai pour refaire l'examen clinique. Est-ce normal que le clitoris ne soit pas visible sous le capuchon clitoridien, bébé de 5 mois? Alors la question, c'est est-ce normal que le
le clitoris ne soit pas visible sous le capuchon. Oui, c'est normal, oui, oui. Oui, il n'y a pas de souci. Enfin, sauf si vous pensez à autre chose, effectivement. S'il n'y a pas, s'il n'y a pas de clitoris, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas eu d'excision. Mais là, on est dans un cas particulier. Comment distinguer une vulvite simple ou suspecter une IST et donc de violence? Alors ça, c'est un petit peu alors la question, c'est comment suspecter une vulvite simple d'un abus sexuel, enfin de violence sexuelle. Je pense que c'est tout un cadre qu'il faut vraiment faire l'examen clinique, essayer de voir le comportement de l'enfant et au moindre doute, demander à nos collègues pédiatres de voir ces enfants. C'est un petit peu un examen général, une situation générale au moment de la consultation. Et puis surtout, ne pas hésiter à revoir les enfants si on a un doute. Le strepto-B étant commun, on doit quand même donner des traitements par antibiotiques? Alors, la question, c'est le strepto-B étant saprophyte, est-ce qu'on doit donner des antibiotiques? Je dirais que non. Alors, les condylomes, pour juste à tenir. Alors, il y a un petit… On verra les condylomes, on les voit tout à l'heure. On utilise les streptotests oropharyngés? Je pense que oui, mais là, je pense que c'est plutôt les pédiatres qui pourraient répondre. Ah, la question, c'était est-ce qu'on se sert des streptotests oropharyngés? Je dirais que oui, confirmé par mes collègues pédiatres. Est-ce qu'il y a des crèmes apaisantes qu'on peut faire acheter aux parents en parapharmacie, comme le Purite vulvaire? Alors, les crèmes apaisantes, moi, j'aime bien utiliser Florgidrel de chez Saforel, où il y a des lactobacilles dedans, des probiotiques. Ça marche assez bien. Alors, oui, pour les streptotests oropharyngés, a priori, et antibio-augmentins. Bon, d'accord. Il y a un pédiatre manifestement qui… OK pour streptotest. OK pour streptotest. Parfois, il n'y a aucun autre signe que l'infection vaginale, donc faut-il s'inquiéter a priori? Alors, la question, c'est parfois, il n'y a aucun autre signe que l'infection vaginale. Faut-il s'inquiéter? Je pense qu'une fois qu'on a fait le prélèvement et traité en fonction du résultat, si ça disparaît, il n'y a pas à s'inquiéter. Après, il faut savoir revoir les enfants régulièrement. Clamoxyl, combien de jours? Moi, je dirais 10 jours. Alors, le clamoxyl, on demande combien de jours? 10 jours. Quels soins locaux pour une vaginite, bain de septimon? Alors, la question, c'est bain de septivon, je dirais plutôt des douches. Les bains, je déconseille au moment des vulvites, des vulvovaginites. Oui, on peut. Non, je dirais plutôt douche. Alors, pour la question, parfois, il n'y a aucun autre signe que l'infection vaginale, donc faut-il s'inquiéter a priori? Et c'était s'inquiéter sur les violences sexuelles. Alors, la question, c'était s'inquiéter sur les violences sexuelles. Oui, il faut toujours qu'on ait en arrière-pensée cette possibilité et revoir les enfants, les revoir dans le cadre familial. Il faut toujours y penser, oui. Je vous l'ai mis dans le diagramme. C'est vraiment, je l'ai mis sur le côté, mais vraiment, il faut pas l'oublier. Oui, il y a une question là qui, par rapport aux excès d'hygiène, je dis effectivement, parce qu'il y a des mamans qui passent sous la douche leur fille 3 fois par jour parce que ça les brûle. Non, une fois par jour, ça suffit.
Supprimer aussi, il vaut mieux supprimer tout ce qui est culotte en synthétique, rester plutôt sur des tissus en coton. Voilà. Là, ça échange sur les violences sexuelles. Donc, il y a quelqu'un qui dit, si doute sur violence sexuelle, vous pouvez demander conseil aux UAPED. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, s'il y a un doute sur une violence sexuelle, il faut savoir faire appel à nos collègues de l'UAPED qu'on a ici à Montpellier et qui on le fait régulièrement, pas forcément devant des vues de vide, parfois des comportements un peu curieux, des hématomes à la consultation. On est en lien régulièrement avec les équipes du AEPED. D'accord. Alors, on va voir maintenant le deuxième signe clinique qui peut nous amener à réaliser un examen gynécologique. Un autre motif fréquent de consultation. Ah, attendez, il y a une autre question. J'ai vu récemment un nourrisson de 3 mois avec une vulvovaginite, avec le Corée, avec PV positif à C. albicans. Candidat albicans, oui. Gynécopédiatre à qui j'ai demandé un avis m'avait dit abstention thérapeutique et que cela pouvait arriver lié au port prolongé de couche. Faut-il prévoir un bilan suivi lequel? Alors, la question, c'est une infection chez l'enfant de 3 mois à Candida albicans, c'est ça? Avec un conseil d'un gynécopédiatre qui disait que ça pouvait être les couches. J'avoue, je n'ai pas cette notion. Il y a parfois des germes, alors je ne sais pas, il faudrait voir avec les gynécos d'adultes. Est-ce qu'on peut imaginer un portage chez la maman qui se prolonge en période chez le nourrisson? C'est quand même assez rare, hein, sauf si cet enfant est immunodéprimé, mais cela dit, si elle a 3 mois, elle est peut-être encore œstrogénisée et on peut avoir un développement du candidat, peut-être, pourquoi pas. Je pense qu'il faut se donner un petit peu de temps et puis revoir cet enfant à distance de la période néonatale avec l'œstrogénisation et voir comment ça évolue. Est-ce que ça peut être une contamination externe liée à une mycose du siège? Oui, ça peut. C'est pour ça que alors la question c'était est-ce que ça peut être une contamination du siège? Oui, ça peut. C'est pour ça que dans les vaginites, parfois on retrouve des antécédents récents de gastroentérite. Donc il faut savoir rechercher ces antécédents-là. Ok. Donc, je disais, l'autre motif le plus fréquent de consultation, c'est le saignement génital prépubère. Je ne parlerai pas du tout des saignements qu'on peut avoir en période néonatale, hein, qui correspondent à la vulve imprégnée avec des mini-règles, ce qui peuvent durer plusieurs semaines. Alors, que faire en cas de saignement génital prépubertaire? En fait, il faut bien examiner l'enfant parce que le diagnostic est clinique dans 80% des cas. Il va falloir se poser 3 questions quand on va examiner une enfant qu'on voit en consultation pour des saignements. D'abord, est-ce que ce saignement est d'origine vulvaire? Ou alors, est-ce qu'il est d'origine vaginale? Et s'il est d'origine vaginale, est-ce qu'il y a ou pas des signes de puberté associés? Je vous l'avais mis là, on exclut donc la crise génitale du nouveau-né et qui va disparaître. J'ai mis quelques jours, je pense que ça peut durer plusieurs semaines. Alors, le saignement d'origine vulvaire, à quoi ça peut correspondre? On peut avoir un saignement qui est lié à une chute, on le verra tout à l'heure, un traumatisme qui peut être une chute ou un sévice. Le lichen scléroatrophique, on n'en reparlera pas, on l'a déjà vu tout à l'heure, ça peut donner des saignements, notamment par des lésions de grattage. Un petit mot sur les angiomes qu'on peut avoir, qu'on peut mettre en évidence au niveau de la vulve. Vous avez ici un angiome tubéreux au niveau d'une petite lèvre. Donc cet angiome peut être responsable de saignements.
ce qu'on appelle aussi les hémangiomes immatures. En général, ces hémangiomes augmentent les premiers mois, se stabilisent et vont régresser. Et puis après, vous avez ces lésions télangiectasiques qui sont beaucoup plus importantes, parfois qui saignent, avec de temps en temps des lésions vaginales. En général, ça régresse spontanément, mais ces enfants sont pris en charge par des équipes adaptées, à savoir l'équipe de chirurgie plastique pédiatrique du CHU de Montpellier. Alors, le traumatisme, bah, c'est, je vous l'ai dit, la chute ou les sévices. Typiquement, hein, c'est la chute à Califourchon, la piscine pendant l'été ou alors la chute de la baignoire ou sur un jeu dans la baignoire. Le diagnostic, il est clinique. Il ne faut pas hésiter à adresser ces enfants aux urgences pour qu'on puisse les voir et pour qu'on puisse bien apprécier les lésions. Parce que parfois, on a des petites lésions pour lesquelles il n'y aura pas besoin de suture. Et parfois, on a des lésions plus importantes qui vont nécessiter de pousser un petit peu plus loin l'histoire, notamment si l'histoire n'est pas claire, si l'interrogatoire diffère entre les parents. Donc là, dans ce cas-là, il faudra évoquer un sévice sexuel. Quelques exemples de traumatismes périnéaux qu'on a vu, qu'on a été amené à voir récemment. Ici, une petite plaie au niveau de la grande lèvre, une petite plaie qui a été ignorée, qui n'a pas été suturée, qui a cicatrisé spontanément. Ici, vous avez une plaie plus importante au niveau de la fourchette anovulvaire. Donc là, on a la vulve qui est là, on a l'anus ici, et puis on a une plaie au niveau de la fourchette anovulvaire qui va nécessiter une exploration sous anesthésie générale. Il va bien falloir explorer et le vagin et l'anus et réparer. En général, c'est le complexe fibreux qui est lésé. Donc là, on avait fait une suture de cette plaie. D'autres, là, vous avez une toute petite plaie au niveau de la face interne, au niveau de la face externe de la grande lèvre, entre la petite lèvre et la grande lèvre qui a été suturée. Ici, une nouvelle plaie au niveau de la fourchette anovulvaire. Et je vous montre cette photo parce que vous voyez, c'est une petite fille qui nous avait été adressée pour suite à un traumatisme l'été et qui avait un saignement vaginal important, mais cliniquement, elle avait presque rien. Il y avait une fissure au niveau du rectum ici. Et en fait, cet enfant était tombé s'était empalé sur un gouvernail de bateau et avait une plaie de l'anus, une plaie du vagin et une plaie de la vessie. Donc c'est important, c'est pas parce que on a l'impression que c'est pas très très grave, que c'est tout petit. Il faut pas le négliger, vraiment. Il faut ne pas hésiter à examiner ces enfants sous anesthésie, enfin sous méopa, plus ou moins sous anesthésie générale. Donc, la suture se fait au bloc opératoire. Ces enfants qui, en fonction des lésions, peuvent être hospitalisés plusieurs jours. Parfois, dans les traumatismes avec des traumatismes importants au niveau de la fourchette anovulvaire, on laisse une sonde urinaire quelques jours. Donc, ces enfants sont hospitalisés. Une autre étiologie de saignement d'origine vulvaire, c'est le prolapsus urétral. Alors, c'est quoi un prolapsus urétral? En fait, c'est une éversion de la muqueuse urétrale. C'est peu fréquent, mais on le voit souvent chez les fillettes de race noire. C'est l'enfant de 3 à 6 ans. L'étiologie est pas très connue. On se demande s'il n'y a pas une hyperpression abdominale qui pourrait entraîner un défaut d'accollement des fibres musculaires par rapport à la muqueuse et du coup, on a une éversion de cette muqueuse urétrale. Souvent, il y a une constipation associée, il y a un surpoids qui peut être associé et là encore, le fait que le taux d'estrogène soit faible semble être un facteur favorisant. C'est pareil, hein, le prolapsus urétral, on le voit en période prépubertaire et on le voit après la ménopause. Le diagnostic, il est clinique. En fait, c'est une tuméfaction hémorragique qui est autour du méa urétral. Vous avez aussi ici une photo avec une sonde urinaire qui est en place. Et vous voyez le pourtour de la sonde urinaire
est occupé par ce prolapsus de la muqueuse urétrale. Pardon. Le traitement, s'il n'y a pas de complications, c'est-à-dire pas de saignement important, on peut faire un traitement médical par des corticoïdes locaux ou des estrogènes locaux. En cas de complications, on va réaliser une résection de la muqueuse urétrale. Le risque, c'est la récidive et puis la sténose urétrale parce qu'on va enlever cette muqueuse, mais on peut nous-mêmes sténoser l'urètre. Donc, on réalise de façon systématique une débimétrie en post-opératoire pour savoir comment urinent ces enfants après l'opération. C'est assez rare quand même. Alors, une étiologie exceptionnelle, c'est ce qu'on appelle l'urétérocèle ectopique. Alors, c'est quoi une urétérocèle ectopique? En fait, c'est une anomalie du système urinaire. On a un système urinaire qui peut être double avec, vous avez ici un urtère supérieur qui en général est responsable d'un reflux et non, c'est le contraire. Un urtère inférieur qui va donner un reflux et un urtère du piélon supérieur qui va s'aboucher par une partie kystique, une dilatation de la partie distale de l'urtère et qui donne une urétérocèle. Ça se présente comment? En fait, c'est une masse rougeâtre, c'est de la muqueuse qui est extériorisée. Mais dans ce cas-là, c'est pas centré par c'est pas du tout centré par la sonde urinaire. Le risque, c'est une nécrose et une rupture de cette urétérocèle. Donc, le traitement, c'est une urgence. Il faut réintégrer cette urétérocèle. Et puis, bien évidemment, traiter, après avoir fait le bilan, la pathologie urinaire sous-jacente. Ça, c'est exceptionnel. Alors, après avoir vu les saignements d'origine vulvaire, on va voir les saignements d'origine vaginale, sans signe de puberté dans un premier cas. Donc, on l'a vu tout à l'heure, le corps étranger peut donner des saignements d'origine vaginaux. On en a parlé et il faut enlever le corps étranger. Une autre étiologie sur ces saignements d'origine vaginale, c'est la tumeur, notamment le rhabdomyosarcome vaginal. C'est une tumeur qui est rare, qui concerne l'enfant entre 18 et 24 mois. Comment ça se présente? On a, comme vous le voyez ici, un bourgeon en grappe de raisin qui est extériorisé à la vulve. C'est assez typique d'un rhabdomyosarcome. On va réaliser une biopsie, enfin après un bilan échographique IRM, et puis ces enfants seront pris en charge par chimiothérapie, plus ou moins curithérapie. Donc, c'est les enfants qui sont pris en charge dans des centres spécialisés. Il pourra être réalisé une chirurgie limitée du résidu, sachant que de moins en moins, ces enfants sont opérés. Et puis, il y a les cas où on n'a pas de signe de puberté, puis malgré ça, on a des saignements d'origine vaginale. Donc, en l'absence de cause retrouvée, s'il y en a des saignements persistants et objectivés, il va falloir penser à d'autres causes qui sont exceptionnelles chez les enfants, soit une tumeur de l'utérus, soit une tumeur du col ou du vagin qui ne serait pas extériorisée. On réalise un bilan échographique, IRM, plus ou moins un examen sous anesthésie générale avec des biopsies. Alors, les saignements d'origine vaginaux avec des signes de puberté. Donc là, on va rentrer dans une autre problématique. C'est celui de la puberté précoce. On parle de puberté précoce si les caractères sexuels secondaires apparaissent avant l'âge de 8 ans. Cet âge est un peu discuté en fonction des séries. Bon, on va rester sur cet âge de 8 ans. On dit que la sécrétion œstrogénique va entraîner un développement mammaire. Donc, chez ces enfants qui nous sont adressés pour des saignements d'origine vaginaux avec des signes de puberté, c'est important de faire un examen clinique complet. On va classer le stade de ternaire. Il faut réaliser un âge osseux, une échographie pelvienne. Cette échographie pelvienne va étudier la morphologie utérine, les ovaires. Il faut penser aussi également à faire une échographie abdominale pour voir les surrénales. Et puis, on va faire
il va être prescrit un bilan hormonal qui va nous permettre de différencier la puberté précoce centrale d'une puberté précoce périphérique. Ces enfants sont vus en consultation par nos collègues endocrinopédiatres qui vont poursuivre le bilan. Donc, quelles sont les étiologies? Juste rapidement, les pubertés précoces périphériques, soit c'est d'origine ovarienne et on peut avoir soit un McCune-Albright, soit une tumeur de la granulosa. Vous avez ici une échographie d'une enfant de 5 ans qui avait un syndrome de McCune-Albright avec ici, vous voyez un utérus qui est développé, un kyste de l'ovaire, et avec ces taches cutanées qui orientées vers un McCune. Ici, vous avez une petite fille qui avait une volumineuse tumeur de la granulosa qui en fait autonomise les ovaires et donc on a des signes de puberté. Et puis, on a les pubertés précoces centrales qui vont être tumorales ou pas. Il va falloir rechercher des lésions au niveau de l'hypophyse et le plus souvent, ce sont des pubertés idiopathiques. Alors, un petit résumé, comme je vous ai fait tout à l'heure, sur la prise en charge des saignements génitaux prépubères. Je vous ai mis dans un petit coin le bilan d'hémostase. Si on a un enfant qui arrive, qui saigne du nez, qui a des bleus partout, bon, il faut penser à vérifier son hémostase. Soit le saignement, il est d'origine vulvaire, donc soit c'est un traumatisme, soit un prolapsus de l'urètre ou une urétérocèle ectopique, soit on a une atteinte cutanée qui peut orienter vers une vulvite, un lichen scléroatrophique ou un angiome. Soit le saignement, il est d'origine vaginale, on va avoir des leucorrhées associées, on va s'orienter vers un corps étranger, il faut rechercher un corps étranger, soit on n'a pas de leucorrhée associée. Est-ce qu'il y a une puberté? Est-ce qu'il n'y en a pas? S'il y a une puberté précoce associée, on orientera ces enfants vers l'équipe d'endocrinologie pédiatrique pour rechercher l'étiologie de cette puberté précoce. S'il n'y a pas de puberté associée, il faut rechercher une tumeur qui peut être soit une tumeur non extériorisée type rhabdomyosarcome, soit un saignement idiopathique qui est plus rare. Est-ce que vous avez des questions sur les saignements? Quel pronostic pour les rhabdomyosarcomes? Alors, le pronostic pour les rhabdomyosarcomes, en général, c'est un bon pronostic, mais je ne veux pas m'avancer, je ne suis pas spécialisée oncologue, pédiatre, mais bon, ce qu'on suit, j'en suis quelques-unes et elles vont bien. Donc, pas de suspicion de sévices dans le cadre de saignement vaginal hors puberté? Alors, pas de suspicion de… après, ça dépend de l'examen. Si on a un examen où il y a une suspicion de… En fait, on pense à… Si on a une suspicion de sévices alors que on a un saignement qui est récent avec un examen clinique qui peut nous orienter sur un abus, si, il faut y penser, bien évidemment. Alors, il semblerait qu'il y ait des gens qui ont des mains levées. Est-ce que vous voulez poser vos questions? Bon. Donc, on va continuer sur d'autres pathologies qu'on peut voir en gynécologie pédiatrique. Donc là, vous allez voir, c'est un petit catalogue entre guillemets. Donc, une pathologie qu'on voit rarement, mais qu'il faut connaître, c'est ce qu'on appelle l'ulcère de Lippouch. Alors, c'est quoi un ulcère de Lippouch? On n'a pas trop d'étiologie. Comment ça se présente? En fait, c'est une ulcération aiguë au niveau de la face interne de la grande lèvre, comme vous voyez ici. Souvent, il y a la même chose en face. C'est souvent chez les adolescentes qui n'ont aucune activité sexuelle, c'est souvent précédé par un syndrome grippal. C'est très douloureux. On a un aspect nécrotique. Il faut rechercher à l'examen clinique des aftes buccales associées, ce qui pourrait orienter vers une maladie de Behçet.
L'étiologie, elle est inconnue. On a évoqué des réactions immunologiques exagérées à un agent infectieux tel que l'Epstein-Barr virus. En pratique, on ne fait pas d'examen de prélèvement. Le traitement, il est vraiment symptomatique. Parfois, on peut être amené à hospitaliser cet enfant pour traiter la douleur avec des antalgiques de palier 3, plus ou moins la mise en place d'une sonde urinaire pour soulager l'émiction. En général, la guérison est spontanée en 15 jours. Une autre pathologie qu'on rencontre de temps en temps, qui a été décrite il n'y a pas si longtemps que ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Kalm. Alors Kalm, c'est un acronyme qui veut dire Charlwood asymétrique labial major élargissement. En fait, c'est quoi? C'est une asymétrie de taille des grandes lèvres. Vous voyez ici, c'est des jeunes prépubères que l'on voit en consultation pour une asymétrie de taille des grandes lèvres avec une grande lèvre qui est plus grande que l'autre. Là, vous voyez, on a une grande lèvre qui est asymétrique. La même chose ici. L'étiologie est inconnue. On se demande s'il n'y a pas une stimulation hormonale. C'est souvent des jeunes filles qui sont juste en période prépubère ou en début de puberté. Cliniquement, c'est une tuméfaction qui est unilatérale, qui est mal limitée, qui est complètement indolore. Si on fait une échographie, on va retrouver une infiltration de la grande lèvre qui est mal limitée avec du tissu identique de l'autre côté. Vous avez ici l'hypertrophie de la grande lèvre du côté qui est augmentée de taille et ici, l'hypertrophie, il n'y a pas d'hypertrophie. Ici, c'est une grande lèvre normale. De même, au début, je faisais faire des IRM. On voit ici une grande lèvre qui est hypertrophique, alors que de l'autre côté, la grande lèvre est normale. Donc, il n'y a pas d'indication à faire de biopsie, pas d'exérèse parce qu'il y a un risque de récidive. La surveillance, elle est clinique et échographique. En général, je les vois tous les 6 mois à 1 an. Et ce sont des choses qui rentrent dans l'ordre après la puberté. Alors, les condylomes, on en parlait tout à l'heure, donc ces infections liées à papillomavirus. On en voit régulièrement chez l'enfant, c'est surtout la fille de 3 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent la transmission, elle est autre que vénérienne chez l'enfant. Ça peut être une transmission par le linge de toilette, le nursing, les enfants qui prennent le bain en même temps. Mais là encore, il faut toujours avoir en arrière-pensée la possibilité d'un abus sexuel. Donc, il faut pas omettre ça. Et il faut quand même que l'examen clinique soit un petit peu orienté. La localisation, elle est souvent périanale, comme vous le voyez là sur les 2 photos. Souvent, la découverte, elle est fortuite ou alors sont des enfants qui sont amenés en consultation parce qu'ils ont des prurites importants. Ces lésions, elles sont souvent multiples, granitées. Souvent, ça prolifère rapidement, d'où l'importance d'un interrogatoire familial. Donc, est-ce qu'il y a la même chose chez les frères et sœurs? Est-ce que la maman est suivie pour la même chose? Le papa? Souvent, j'oriente les parents vers des spécialistes. Actuellement, le traitement, si les lésions sont peu nombreuses, sont les dermatos qui les voient en consultation et qui font un traitement local par Aldara. Par contre, si les lésions sont multiples ou récidivantes, on pourra être amené à faire une électrocoagulation sous anesthésie générale. Ici, on n'a pas le laser en chirurgie pédiatrique, donc on fait une électrocoagulation au bistouri électrique. Bon, ça reste, les indications de traitements chirurgicaux restent assez rares. Il est important de mettre en place des mesures hygiéniques familiales et il faut savoir que les récidives sont fréquentes. Alors, quelque chose que l'on voit régulièrement, c'est ce qu'on appelle la protrusion pyramidale périnéale. Alors, c'est quoi la protrusion pyramidale périnéale? En fait, c'est une protubérance cutanée asymptomatique chez la fille. C'est très rare chez le garçon. Ce sont ces petites lésions qu'on voit ici, donc sur la photo du bas. Je ne sais pas si on voit très bien sur les photos, mais
Donc, ce sont des protubérances qui sont situées en général à midi en position gynécologique, qui sont antérieures. Parfois, ces enfants sont adressés pour une suspicion de condylome. En fait, ce n'est pas un condylome, c'est une protubérance. Il y a 3 types de protubérances pyramidales périnéales. Elles sont soit congénitales, ça serait dû à une faiblesse anatomique au niveau des muscles, soit fonctionnelles, liées à un trouble du transit, une faiblesse du rafet lors des efforts, ou alors on peut avoir des cicatrices de lichen qui peuvent donner ce genre de lésion. Le traitement, il est conservateur. On va traiter la constipation. S'il y a une constipation associée, et en général, ça régresse spontanément. Donc, il n'y a aucune indication à traiter chirurgicalement ces lésions. Alors, l'examen gynécologique peut mettre aussi en évidence des malformations utérovaginales que sont notamment les imperforations hyménéales, soit en période néonatale, soit en période pubertaire. En fait, cette imperforation hyménéale va entraîner un obstacle à l'écoulement vaginal qui peut être soit physiologique, c'est ce qu'on appelle du mucus en période néonatale, soit du sang lors des premières règles. En fait, c'est dû à une anomalie de résorption des canaux de Müller et c'est souvent associé à une anomalie rénale. Cliniquement, on peut avoir une masse abdominale, une douleur. Et là, franchement, l'examen, il est très facile. On a un diagnostic qui est très facile. Cliniquement, on a une masse qui est bombante entre les petites lèvres, ici en période néonatale et ici en période pubertaire. Donc, le traitement, c'est une prise en charge chirurgicale. Alors, je parle là de la période pubertaire, c'est une urgence chirurgicale parce que le risque, si on a une rétention et dans le vagin et dans l'utérus, on peut avoir de l'endométriose. Vous voyez ici, on a une échographie avec l'utérus qui est là. On voit ici la ligne endométriale et vous voyez ce volumineux hématocolpos. Important de savoir examiner parce que parfois ces enfants sont adressés pour des tumeurs abdominales via le service d'oncopédiatrie. En fait, personne n'a examiné ces enfants et le diagnostic il est clinique. Hein. Donc c'est important de savoir faire et de faire ces examens gynécologiques qui vont tout changer pour ces jeunes filles. Donc, le traitement, on réalise ce qu'on appelle une hyménoplastie, c'est-à-dire qu'on ouvre l'hymen, on fait des petites incisions radiées pour que l'écoulement des règles puisse se faire de façon normale. Et puis après, on surveille la disparition de la rétention par échographie et surtout s'assurer qu'il y ait s'il y a une malformation, il peut y avoir une malformation rénale et utérine associée, donc faire le bilan de cette malformation associée. Une autre pathologie qu'on peut être amené à voir aussi chez les adolescentes, donc c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie des petites lèvres, qui peut être unie ou bilatérale. Donc, vous voyez sur la photo du haut, on a une hypertrophie bilatérale des petites lèvres et ici une hypertrophie unilatérale. Donc, on peut prendre en charge de façon chirurgicale ces patientes. Mais c'est une chirurgie qui est uniquement faite si on a une gêne fonctionnelle. C'est-à-dire, c'est l'adolescente qui va arriver en disant l'été, je suis obligée de rentrer mes petites lèvres dans mon maillot de bain ou alors je suis gênée pour le sport. C'est notamment les sports d'équitation c'est pendant l'équitation qu'elles sont gênées. L'intervention se fait en période pubertaire, mais il faut au moins attendre que l'adolescente soit réglée depuis plus de 2 ans, enfin au moins 2 ans, parce qu'on sait que cette hypertrophie peut se modifier au cours de la puberté et il n'y a aucun intérêt à opérer ces enfants en tout début de puberté si c'est pour avoir à nouveau une asymétrie qui persiste. On les voit régulièrement en consultation. La chirurgie est expliquée. Les complications sont expliquées parce que ça peut se compliquer. Et quand la chirurgie est décidée, c'est ce qu'on appelle une nymphoplastie de réduction. Donc, cliniquement, on a cette hypertrophie qui est gênante. En fait, on réalise un lambeau ici triangulaire. Et puis, cette partie-là va être suturée
à cette partie-là. Voilà, on enlève la partie comme ça. Et donc, en général, on a un bon résultat esthétique. Mais encore une fois, il peut y avoir des complications. Donc, c'est une intervention qui doit être réfléchie avec des adolescentes qui sont vues plusieurs fois en consultation pour s'assurer qu'elles ont bien compris les enjeux de la chirurgie et qu'elles l'acceptent et qu'elles acceptent les complications. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Aldara des condylomes peu nombreux. Alors, le traitement Aldara, en fait, je crois que c'est, je ne veux pas vous dire de bêtises parce que franchement, c'est les dermatos qui s'en occupent. C'est une application par jour, mais il faut vraiment mettre juste au niveau du condylome parce que ça peut léser la peau aux alentours. Sur la durée, je ne sais pas. Alors, pour l'imperforation hyménéale, est-ce aussi une urgence chirurgicale en période néonatale? Alors, la question, c'est est-ce que c'est une urgence chirurgicale en période néonatale? Je dirais que non. Parce qu'en général, sauf si on a alors ça s'appelle un mucocolpose, c'est-à-dire colpose vagin et mucus. Si c'est très très gros, si on a un risque d'infection, il vaut mieux ouvrir. Si c'est tout petit, il n'y a pas d'indication opératoire parce que le mucocolpose va se résorber spontanément. Et il vaut mieux prévoir cette intervention en période pubertaire. Pourquoi? Parce qu'on risque de ne pas en enlever assez et puis après d'avoir des sténoses ou des rétrécissements. Enfin, il n'y a pas d'indication, s'il n'y a pas de complications à traiter le mucocolpose en période néonatale. Entre la période néonatale et la puberté, peut-il y avoir une imperforation de l'hymen physiologique? Alors, la question, c'est est-ce qu'il peut y avoir une imperforation physiologique de l'hymen alors, s'il y a une imperforation de l'hymen, ce n'est pas physiologique. Donc, mais parfois, ça nous arrive, vous faites des diagnostics d'imperforation hyménéale, je les vois à la consultation, et le traitement chirurgical est réalisé au moment de la puberté. Mais pas avant. Ça ne sert à rien de le faire avant. Quelles sont les complications de la réduction des petites lèvres? La question, les complications, ce sont principalement des lâchages de sutures, notamment quand on va abaisser cette partie du lambeau ici, enfin en bas. On peut avoir des lâchages de sutures, c'est assez fréquent. En général, ça se traite par des soins locaux. On peut aussi avoir des lâchages complets avec nécessité parfois de reprise chirurgicale. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Est-ce qu'on arrive à avoir des lèvres symétriques après la chirurgie des lèvres hypertrophiées? La question, c'est est-ce qu'on arrive à avoir des petites lèvres symétriques? J'aurais tendance à dire que non. Et je les préviens bien que ça peut être asymétrique. C'est pas tant la symétrie qui va les gêner. En fait, c'est le fait que ces petites lèvres sortent et les gênent. Évidemment, on essaie de faire au plus symétrique possible, mais parfois c'est pas symétrique. C'est discrètement asymétrique. Mais les adolescentes ont prévenu aussi de cette possibilité. L'hypertrophie des petites lèvres est une particularité anatomique, pas besoin de rechercher l'hyperandrogénie comme en cas d'hypertrophie du clitoris? Alors la question, c'est est-ce que l'hypertrophie des petites lèvres doit nécessiter une consultation, on va dire endocrino, pour rechercher une anomalie associée? Je dirais non. Mais encore une fois, il faut vraiment que la demande, elle vienne de l'adolescente, parce que parfois on opère des ados, autre chose d'une appendicite, et elles ont une hypertrophie qui est assez importante, et franchement, elles sont demandeuses de rien. Donc, il faut vraiment que l'adolescente demande la chirurgie, soit gênée, mais non, il n'y a pas de nécessité de rechercher autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bon, mais écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous ai mis ici les coordonnées du service, donc avec mon mail, celui d'Aurélie. Surtout, vous n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail pour un avis, il n'y a aucun problème, prendre rendez-vous. Et puis, je voudrais aussi en profiter pour remercier toute l'équipe de chirurgie pédiatrique de Montpellier, sans qui tout ce travail ne serait pas possible. Une dernière chose avant de vous laisser, pour vous annoncer la prochaine session qui sera réalisée par nos collègues de chirurgie plastique néonatale, par le docteur Frédérica Madjuli, sur la pathologie, timing et les indications chirurgicales en chirurgie plastique néonatale. Donc, comme c'est Aurélie qui est en charge et qui vous enverra, comme d'habitude, le lien et l'organisation. Donc, retenez la date du 19 juin 2025 de 19h à 21h. À partir de 19h, oui. Voilà, bonne soirée à tous et merci pour votre écoute.